Alors, je tiens à faire une annonce, cette vidéo, c'est un reupload d'une vidéo que j'ai sortie en janvier 2024 sur ma chaîne principale qui parle de Koh-Lanta. Malheureusement, Adventure Line Production n'a pas trop aimé que j'utilise des extraits vidéo tirés de Koh-Lanta et donc m'a supprimé la vidéo. Après avoir parlé avec eux, ils m'ont dit que je peux republier la vidéo à condition que tout ce qui est soumis au droit d'auteur soit retiré. J'ai donc, pour cette vidéo, flouté tous les extraits en vous mettant un petit descriptif de tout ce qu'il devait y avoir à l'écran, voilà, à la base. J'ai essayé de faire du mieux que je peux pour rendre la vidéo quand même sympa à regarder, j'espère quoi qu'il arrive que ça vous plaira. D'ailleurs, sachez que j'ai fait une vidéo pour parler plus en détail de ce strike qui est quand même assez particulier pour le coup. N'hésitez pas à aller voir la vidéo, je l'ai postée sur une nouvelle chaîne YouTube et d'ailleurs je compte poster pas mal de vidéos dessus, donc abonnez-vous si le cœur vous en dit. Pour terminer, vous allez voir que le placement de produit dans ma première vidéo sur Koh-Lanta est également sur ce reupload parce que je suis sous contrat avec la marque qui a quand même accepté que je poste ce reupload sur la seconde chaîne. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description pour télécharger Honkai. Sachez quoi qu'il arrive que ça soutient de fou. En tout cas, merci à toutes celles et ceux qui re-regarderont cette vidéo une seconde fois jusqu'au bout. Bon visionnage à ceux qui découvrent cette vidéo au quart flouté et je vous retrouve très bientôt pour une trilogie sur cette chaîne qui risque de vous plaire. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, il y a quelques mois, je vous ai proposé une vidéo traitant d'une émission de télévision habituée au succès comme au scandale en tout genre, touche pas à mon poste. Parler d'une émission de télévision était une première sur cette chaîne, parce qu'avant, je me contentais de parler de sujets en rapport à YouTube ou du web en général, et les retours ont été incroyables, à tel point que cette vidéo est la seconde vidéo la plus visionnée sur ma chaîne l'année dernière. Du coup, en fin d'année 2023, j'ai décidé de vous sortir du succès au scandale sur l'une de mes émissions préférées, Cauchemar en cuisine, qui est la vidéo la plus visionnée de l'année 2023 sur ma chaîne. Cette vidéo vous a énormément plu, et ça c'est cool parce que ça veut dire une chose, la télé on ne la regarde pas mais on aime bien la critiquer. Du coup je me suis dit que puisque vous aimiez le fait que je vous parle d'émissions de télé, j'ai cherché quelles pourraient être les émissions qui pourraient vous faire plaisir avec leur lot de scandales. En vrai je me suis tout simplement posé une question simple, pourquoi ne pas parler de l'une des émissions de télévision les plus emblématiques de ces 20 dernières années, si ce n'est la plus emblématique? Alors, tenez-vous bien à vos rames, enfilez votre plus beau bandana, parce qu'aujourd'hui, nous allons parler d'aventure, de moments d'anthologie, mais aussi de tricherie, de steak frites, de mise en examen, d'agression et de Bref, amis aventuriers, aujourd'hui, nous allons parler de Koh-Lanta. D'ailleurs, j'en profite de cette fin d'intro pour vous demander, est-ce que vous savez qui c'est lui? Eh bien c'est Dr Ratio qui, bien qu'il soit considéré de tous comme un génie, possède un tempérament complètement excentrique. Dr Ratio c'est un chasseur qui peut déclencher de puissantes attaques, et figurez-vous que ce personnage, vous pouvez l'obtenir gratuitement en vous connectant au jeu. Alors peut-être que vous vous demandez, mais quel jeu Gibbsy? Eh bien tout simplement sur le jeu Honkai Star Rail. Il s'agit du dernier RPG fantastique et futuriste créé par les créateurs de Genshin Impact, Hoyoverse. Et dans ce jeu, vous prendrez part à une aventure spatiale en incarnant une pionnière ou un pionnier et en explorant les différentes planètes de l'univers. Ce jeu qui est disponible sur smartphone, sur PC ou encore sur PS5 va vous faire voyager sur différentes planètes de l'univers. En plus d'être lauréat de 3 prix du jeu de l'année 2023, dont le prix du meilleur jeu sur Google Play 2023, jeu d'iPhone de l'année 2023 ou encore meilleur jeu mobile aux The Games Awards 2023, ce qui fait la force de ce jeu, c'est ses mises à jour qui permet aux ennemis, régions ou encore personnages de sans cesse se renouveler. Et pendant que je vous fais cette présentation, c'est la mise à jour 1.6 qui vient tout juste de sortir et qui s'intitule Couronne du commun et du divin, qui vous donnera la possibilité de débloquer Dr Ratio, mais également le retour de la très populaire Kafka, l'une des criminels les plus recherchées de l'univers, et de nouvelles quêtes font également leur apparition et la station spatiale prend de l'ampleur avec l'apparition d'une nouvelle zone, la zone d'isolement. Alors n'hésitez pas à l'essayer par vous-même en passant par le lien en description ou en scannant le QR code qui s'affiche juste ici, c'est gratuit et ça soutient de fou la chaîne en plus. Je vous remercie par avance, je vous souhaite à tous une très bonne vidéo. Alors avant toute chose, pour les deux du fond qui ne sont pas descendus du bateau à l'approche de l'île, c'est quoi Koh-Lanta? Koh-Lanta est une émission de télévision qualifiée de télé-réalité et d'aventure produite et diffusée sur TF1 depuis le 4 août 2001. Rendez-vous juste compte, même si ce n'est pas l'émission la plus vieille de la télévision française, elle a tout de même quasi 23 ans. D'ailleurs, petite question comme ça, est-ce que vous savez quelle est la plus ancienne émission télévisée de France? Eh bien avec plus de 75 ans d'antenne, il s'agit du Jour du Seigneur sur France 2. Voilà, si vous ne le saviez pas... Et bien maintenant vous le savez. Et autre info assez sympa, Koh-Lanta est la 3e émission de télé-réalité à avoir été diffusée en France après Aventure du Net, que personne ne connaît, et Love Story que tout le monde connaît. Enfin bref, revenons à Koh-Lanta. Le principe est assez simple sur le papier, vous avez plusieurs aventuriers qui sont déposés sur une île, livrés à eux-mêmes, et leur but est de survivre jusqu'au bout de l'aventure pour gagner une somme d'argent. Ces aventuriers sont donc répartis en 2 équipes et doivent, au-delà de survivre, en cherchant de l'eau et à manger, s'affronter au cours d'épreuves pour améliorer leur confort au quotidien. Mais en plus des épreuves de confort, il y a les épreuves d'immunité, où le concept est de faire affronter les 2 équipes, la gagnante se retrouve avec le totem d'immunité et la perdante se retrouve au conseil. Le conseil en gros c'est l'équipe qui a perdu l'épreuve d'immunité qui est réunie par Denis Brognard pour faire sortir de l'aventure l'un des candidats. Alors avant de passer au vote, Denis interroge quelques candidats et n'hésite pas à mettre en avant les défauts de certains. Que vous auriez en plus dans cette équipe s'il y avait plusieurs garçons? Laurence?
Bah déjà on aura une cabane. Et ensuite, chacun va se rendre devant l'urne pour mettre le nom de la personne qu'elle souhaite éliminer. Elle va dire facecam pour qui elle vote, en ne manquant pas de lui balancer une saloperie gratuite, et Denis procède ensuite au dépouillement. Celui ou celle qui a le plus de votes contre lui est éliminé. Et leur sentence est irrévocable. Enfin, elle l'aime et pas tant que ça, puisque si quelqu'un est sorti de l'émission parce qu'il se blesse ou qu'il commet un acte grave dans l'émission, eh bien la personne précédemment éliminée revient. Genre ils ont tous craché dans son dos, et voté contre lui, et lui il revient tranquille en mode non mais vous inquiétez pas, je vous en veux pas, sinon il y a quoi à manger. Par la suite de l'émission, une fois qu'un grand nombre de candidats étaient sortis du jeu, Denis Brognard procède à la réunification des équipes. Et ça c'est un process assez drôle parce que c'est souvent propice à des chamailleries de couleurs. Genre ils sont tous sur la même plage et ne forment plus qu'un, mais les anciens rouges restent entre eux et les anciens jaunes aussi. Et la couleur qui est représentée par une infériorité numérique, eh bien se voit évincée petit à petit à cause de sa couleur. Bon, faut avouer que c'est con, même si c'est totalement humain. Toi t'es là, t'es jaune depuis plusieurs semaines, et d'un coup ta couleur n'a plus d'importance parce que tu fais maintenant partie d'une équipe alors que tu avais mis des jours et des semaines à te faire accepter au sein d'un groupe d'inconnus. Et là il faudrait tout recommencer sous prétexte que les anciens rouges sont 7 et que les anciens jaunes sont sur la sellette parce qu'ils sont 6. Du coup certains vont trahir leurs anciens coéquipiers pour tenter de rester le plus longtemps possible dans l'aventure. Bref, C'est un bordel. mais voilà en gros ce qu'est Koh-Lanta, une émission où des rebondissements sont possibles à chaque minute, où les épreuves sont parfois impossibles à comprendre tellement les règles sont longues et compliquées. Et dites-vous que même moi, dans le fond de mon canapé, après une soirée pizza raclette en pleine crise d'hypoglycémie, je comprends pas toujours. Alors maintenant, imaginez les candidats qui n'ont rien mangé à part leur son depuis 12 jours. En plus, à chaque fois qu'ils arrivent à une épreuve, ils voient un Denis Brognard flambant neuf, avec une chemise repassée au poil de cul, et pas une goutte de sueur. D'ailleurs, perso, je me suis toujours posé la question... Comment il fait? Le soleil est brûlant, les températures sont tropicales, les candidats sont prêts à se bouffer entre eux, et lui, tranquille, il est en chemise manche longue, en plein soleil, sans parasol et sans une goutte de transpiration. Et ben c'est dans l'émission GQ du 13 mars 2021 qu'il a répondu à cette question que tout le monde se pose. Enfin, que peut-être moi je me pose tout seul dans mon coin quoi. Alors, sachez qu'il a plusieurs techniques. J'ai à peu près, sur un tournage, les chemises, je les ai par 4. Donc il y a des coupes de temps en temps et je peux changer de chemise. La deuxième raison, c'est qu'en dessous de ma chemise, je mets un t-shirt qui éponge un peu la transpiration. La troisième raison, je fais attention que dans l'heure ou l'heure et demie avant un tournage, je bois très peu. La quatrième raison, et ça c'est plus récent, je mets des espèces de patchs anti-transpiration sous les bras. Est-ce que j'ai en a? Alors, Genre comme ça en fait. Alors... Bon, vous vous en doutez, pour les besoins de la vidéo, moi je l'ai mis sur le t-shirt, mais ça ressemble à ça, voilà, c'est on dirait des serviettes hygiéniques. En gros, de simples patchs. Sauf que Denis nous aurait sans doute menti concernant les patchs, puisqu'en juillet 2018, Christophe Beaugrand a accordé un entretien à Pure People, dans lequel il expliquait avoir souffert de la chaleur sur le tournage de l'émission de télé-réalité La Villa, la bataille des couples en République Dominicaine. Vous savez, ce genre d'émission qui sont la vague d'influenceurs qui va vendre des produits un peu frauduleux sur Instagram. Et l'animateur avait profité de cette occasion pour dévoiler le grand secret de Denis Brognard. Il y a des animateurs dont je tairai le nom qui mettent des serviettes hygiéniques sous les bras pour être sûr de ne pas avoir d'auréole. Je l'ai pas dit Denis, promis. Et non, je refuse de faire la blague où je mets des serviettes hygiéniques sous mes bras. Voilà. Et bref, Koh-Lanta c'est culte, et c'est culte pour bien des raisons, laissez-moi vous en donner quelques-unes. Déjà, j'aimerais vous parler de la production, puisque Koh-Lanta c'est l'une des émissions les plus clean de toutes les émissions actuelles. Des paysages paradisiaques de dingue, des plans au drone calés au millimètre, un montage très efficace, mêlant plan large et plan GoPro en immersion depuis des plateformes de jeu. Et d'ailleurs, peut-être que vous vous demandez comment ils font pour passer d'un plan large à un plan drone sans qu'on voit jamais aucun technicien ni matériel. Voilà, peut-être que certains dans le tas se sont posé la question, donc je vais y répondre. Parce que je sais pas si vous vous rendez compte, mais Koh-Lanta c'est entre 150 et 200 techniciens. Et parfois pour une séquence, on peut compter jusqu'à 10 angles de vue différents. Et pour corser le tout, comme je viens de vous le dire, on passe souvent d'un plan serré à un plan large, puis à un plan drone. Donc plus on élargit, et plus on devrait voir de techniciens filmer et prendre le son. Et oui, comme vous pouvez le constater, les candidats ne portent pas de micro sur les épreuves. C'est un défi de taille pour les équipes de production, parce que l'émission est tournée dans les conditions d'un direct. Il n'y a pas de moteur action. D'ailleurs, sur les 200 techniciens, seule une poignée de caméramans et de journalistes confesseurs peuvent s'adresser aux candidats. Laurent Robert Tiberge a été le directeur de production d'ALP, qui est Adventure Line Production, qui est la société de production de l'émission entre 2005 et 2012. Et fin 2020, il a révélé au Media Society que les 200 techniciens doivent suivre scrupuleusement certaines règles, dont celle de ne pas interagir avec les candidats. Je me souviens d'un technicien qui a parlé à une candidate, il a été viré sur le champ. Mais juste comment il réalise ce défi de proposer des images toujours plus belles sans jamais nous montrer l'envers du décor à l'écran? Et ben ils utilisent 3 techniques assez différentes, mais pour le coup très efficaces. La première est le fait de faire tester l'épreuve par des locaux. Le but est de voir si l'épreuve est faisable, en combien de temps, de voir si elle est également équitable, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit équilibrée pour les hommes comme pour les femmes, mais aussi de placer au mieux les caméras et les micros pour qu'ils apparaissent le moins possible dans le champ de caméra. La seconde, c'est l'utilisation de doublures de candidats. Ah ouais, je vous jure. Et la source n'est autre qu'Alexia Laroche-Joubert, la présidente de la boîte de prod qui produit Koh-Lanta. Et qui d'ailleurs, à l'époque, était aussi la directrice de l'école de la Star Academy. Suite aux nombreuses accusations de tricherie, dont nous parlerons un petit peu plus tard dans la partie des scandales, Alexia Laroche-Joubert et Julien Magne, qui n'est autre que le réalisateur de Koh-Lanta, se sont confiés à Pure Média sur les coulisses du jeu et ont fait cette étonnante révélation qui,
quand on y pense, fait assez sens. Alors elle précise en début d'interview que ce sont bien les candidats qui font les épreuves. Et ça paraît assez logique, mais dans le doute, elle préfère le préciser. Les candidats ont un nombre limité de choses qu'ils ont le droit d'emporter dans leur sac à dos, pour toute la durée de l'aventure. Et bien avant qu'elle ne débute, la production inspecte le contenu des sacs de chaque candidat et achète des doublons des shorts, maillots et autres baskets portés par les aventuriers. Ces vêtements et chaussures sont prêtés aux fameuses doublures des candidats. Il s'agit en général de testeurs locaux. Et ces doublages d'épreuves ont en réalité lieu après la vraie épreuve. Pour tourner les fameux plans doublés, la production fonctionne en deux temps. D'abord, elle filme l'épreuve réelle du jeu avec les candidats, en faisant des plans serrés et en faisant bien attention de capter le son de l'épreuve et les échanges entre les candidats. Une fois l'épreuve terminée et les candidats rentrés sur leur camp ou partis en confort pour les vainqueurs, les doublures habillées comme les candidats s'installent sur les structures des épreuves et les équipes de tournage filment alors des plans plus larges et notamment au drone sur lequel il est impossible de reconnaître les candidats autrement que par leurs vêtements. Ils vont même jusqu'à demander aux doublures de reproduire des chutes ou des mouvements qui viennent de se dérouler pendant l'épreuve. Alors personnellement, moi je trouve ça fou tellement l'idée est bonne. Et en plus, que tu le saches ou non, ça passe totalement inaperçu. Genre, qui a déjà maté un épisode en se disant « Tiens, c'est marrant là, c'est pas Dylan ». Absolument personne. Et pour terminer, la troisième technique, pour ne pas voir les équipes techniques lors du passage d'un plan serré à un plan large, est tout simplement les effacer numériquement avec un cache. Alors en faisant des recherches par rapport à cette information, la seule source crédible que j'ai trouvée vient de la vidéo du youtubeur Benjamin Mollier, comment est filmé Koh-Lanta. Malgré tout ça, sur certains plans, il se peut qu'on voit un caméraman ou un défaut et ils vont le retirer au montage quand c'est possible. Si vous voulez en savoir davantage, quoi qu'il arrive, je vous mets le lien de la vidéo dans la bio. Mais maintenant, vous savez comment la production fait pour nous proposer des épreuves tout aussi quali visuellement les unes que les autres. D'ailleurs, pour ce travail de conception, on peut remercier celui qui les conçoit, et c'est lui. Yann Le Gac. Alors son visage vous dit sans doute pas grand chose, mais juste mémorisez bien son visage puis fermez les yeux. Maintenant imaginez le plus vieux, mettez-lui une soutane beige, une longue barbe blanche et une clé dans la main droite. Ouais, c'est assez fou, le gars qui conçoit les épreuves de Koh-Lanta, c'est le même qui incarne le père Fouras depuis 91. Je vous cache pas que quand j'ai découvert cette info, pour le coup, ça m'a un peu retourné le cerveau. Voilà. En avant-dernier point, ce qui fait pour moi, en grande partie, le succès de Koh-Lanta sans aucune surprise, c'est le second écran. Koh-Lanta fait partie de ces émissions que beaucoup regardent smartphone en main. Alors, je vais pas généraliser et vous dire que c'est le cas de tout le monde, mais quand on regarde les hashtags en tendance sur Twitter, le soir de diffusion, on comprend qu'un grand nombre consomme le programme en simultané sur sa télé et sur Twitter. En 2021, le hashtag Koh-Lanta, c'était plus de 2,5 millions de tweets devant le hashtag TPMP, qui lui comptabilisait 1,3 million de tweets. Sauf qu'il y a quelque chose qui est important de préciser, c'est que Koh-Lanta, c'est une fois par semaine. Alors que TPMP, c'est quotidien. L'avantage en plus, c'est que l'émission étant enregistrée, la plupart des candidats n'hésitent pas à commenter leurs actions directement sur les réseaux sociaux. Et ce qu'on peut dire, c'est que c'est assez cool. Enfin, c'est cool sauf quand t'es là, que tu sais que t'as fait une saloperie dans le jeu et que tu sais que tu vas te prendre une sauce dans quelques minutes. Voilà, ça c'est moins cool. Et passons maintenant au dernier point dont je voulais vous parler avant de passer au scandale. Est-ce qu'on ne regarderait pas Koh-Lanta aussi pour s'évader de notre quotidien? T'es là chez toi, il pleut dehors, t'allumes ta télé et tu vois 3 gars sur un poteau en train de cramer en plein soleil dans des décors paradisiaques. Personnellement, moi j'adore. Et vous savez quoi? J'aimerais quand même vous donner un exemple concret pour vous prouver que je suis pas le seul. Nous sommes en guerre. Le lundi 16 mars 2020, le président Emmanuel Macron déclare le confinement en France, et ce pour 15 jours minimum. Au programme du confinement, un pays vidé de ses habitants et un cloisonnement obligatoire pour l'ensemble de la population. Et dans tout ce malheur, une nouvelle saison de Koh-Lanta avait déjà débuté. Et pas n'importe quelle saison en plus, puisque c'était Koh-Lanta, l'île des héros. Et pour la première fois depuis la création de l'émission, anciens et nouveaux candidats sont rassemblés. Les 3 premiers épisodes, diffusés entre le 21 février et le 13 mars, ont fait des scores pas fous comparés aux saisons précédentes, avec en moyenne 4,5 millions de téléspectateurs. Alors par rapport aux années juste précédentes, c'était assez raisonnable, mais dites-vous que ça faisait au moins 5 ans que Koh-Lanta perdait des téléspectateurs. Le 16 mars, le président annonce le confinement. Et écoutez bien la suite. L'émission du 20 mars a comptabilisé plus de 5,7 millions de téléspectateurs. C'est 1 million de plus que la précédente. Et c'est du jamais vu. L'émission du 27 mars a quant à elle comptabilisé 6,4 millions et ça n'a pas arrêté de grimper jusqu'au pic du vendredi 1er mai avec plus de 7 millions de téléspectateurs. Koh-Lanta n'avait jamais fait d'aussi bonnes audiences depuis 2014. Le programme a gagné 2,2 millions de téléspectateurs en moins d'un mois. En plus, durant cette période, TF1 a fait un move un peu de bâtard du point de vue des téléspectateurs pour faire durer le plaisir plus longtemps, puisqu'ils ont coupé des épisodes en 2. Mais du point de vue de la production, c'était un move plutôt légitime. Comme le dit Denis Brognard, bien sûr qu'on a fait durer le plaisir le plus longtemps possible. Mais la vérité aussi, c'est que je ne veux pas faire le dépouillement final par Skype. Si ce découpage nous permet de gagner du temps pour finir comme d'habitude avec une émission rassemblant tous les aventuriers de la saison, ce serait génial. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, le jeu le plus streamé durant cette époque du confinement, c'était Animal Crossing, où le but est simple, t'es sur une île et tu vis normalement. C'est une grosse coïncidence que le jeu le plus streamé était un jeu qui te faisait vivre une vie virtuelle sur une île paradisiaque, pendant qu'une des émissions les plus regardées du PAF était une émission qui faisait s'affronter des candidats sur une île paradisiaque. Enfin voilà, j'en ai fini avec ce qui fait pour moi le succès principal de Koh-Lanta. Mais forcément, vous en doutez, à chaque émission, son lot de scandales. Et tenez-vous bien parce que niveau scandale, on est quand même pas mal servi. Bref, mesdames et messieurs, installez-vous, commençons avec le premier scandale.
Comme vous le savez, Koh-Lanta se déroule dans des endroits paradisiaques. Il est essentiel de se rappeler que ces lieux sont également le foyer de nombreuses espèces animales et végétales, certaines d'entre elles étant protégées en raison de leur statut menacé, voire même en voie d'extinction. Et bien que la cohabitation avec les candidats puisse se faire paisiblement, certaines saisons ont été entachées par des comportements inadaptés envers la faune locale. Un exemple frappant de telles pratiques s'est produit en 2005, lors de la saison 5 qui s'est déroulée en Nouvelle-Calédonie. Certains candidats ont choisi de déguster plusieurs animaux, dont des oiseaux appartenant à l'espèce du puffin fouquette, une espèce protégée. Et ils ne se limitaient pas à ces oiseaux, car des roussins noirs, qui sont de grandes chauves-souris, et des geckos ont également été chassés en dehors des périodes autorisées. Ces actes ont suscité l'indignation de nombreuses associations de protection des animaux, conduisant TF1 à verser 2000 € à la Ligue de protection des oiseaux. Malheureusement, c'était pas un cas isolé, parce qu'également en 2001, des candidats avaient déjà consommé des bénitiers géants, une espèce également protégée. En 2018, la 19e édition de Koh-Lanta qui s'intitule Koh-Lanta la guerre des chefs a été brutalement interrompue en raison d'accusations d'agression. Une première d'ailleurs pour ce programme. Cette édition, qui aurait pu être une aventure mémorable, s'est terminée de manière abrupte dès la 5e journée, lorsque Candide Renard a informé la production d'une agression présumée de la part d'un de ses coéquipiers. Le candidat accusé dans cette affaire était Eddy Guyot, et la gravité des allégations a immédiatement conduit au lancement d'une enquête approfondie. Dans sa version, Candide Renard affirme que les candidats avaient l'habitude de dormir à même le sol, et Eddy Guyot avait pris le parti de s'allonger entre les filles pour les réchauffer. Candide aurait été réveillé par l'aventurier qui l'aurait embrassé et pratiqué des attouchements sous ses vêtements. Eddy Guyot a nié en bloc ces accusations. Quelques jours après la révélation de cette affaire par les médias, un des candidats, Jimmy, a été invité sur le plateau de TPMP pour être interrogé sur cette affaire. Tiens, surprenant ça, de la part de Touche pas mon poste de reprendre l'affaire. Alors, il faut savoir que le tournage de cette saison n'a duré que 4 jours, et que ce Jimmy n'a côtoyé Candide que 21 heures au total, vu qu'il n'était pas dans son équipe une fois les équipes faites. Donc, pour récapituler, TPMP a invité un gars qui ne l'a côtoyé que très peu dans l'aventure, mais il révèle quand même des informations qu'il juge intéressantes. Alors, Touche pas mon poste invite un gars qui n'est personne dans l'histoire, et qui témoigne. Tout va bien. D'après lui, Eddy allait être l'un des candidats phares de cette saison. Eddy, ça allait être un des gros personnages de la saison. Très fort caractère et puis pas sa langue dans sa poche. On avait un gros candidat là. Il nous révèle aussi que Candide était affective avec un bon nombre de candidats. Mais Candide était affectif déjà avec énormément de monde sur ces 24 heures et pas Eddy. Eddy gardait une réserve comme nous tous et on a été plusieurs à être un peu choqués. De se dire que d'emblée, en 24 heures, il y a déjà des gens qui se collent à d'autres. On apprend aussi dans Touche pas mon poste que Eddy, qui est la personne accusée dans l'histoire, a donné une interview à Téléstar dans laquelle il dit « C'est une gamine, elle n'a pas mesuré l'ampleur de ses accusations. À mon avis, elle a dû se dire qu'on allait juste me sortir du jeu et qu'elle allait sauver sa place. Je pense qu'elle a fait ça par stratégie. Elle savait que sa place était en danger au prochain conseil. » Candide, c'est une belle petite nana, dit-il. Sur le bateau avant de sauter pour rejoindre la rive, elle était vêtue d'un fuseau orange assez moulant. On devinait ses sous-vêtements. Ça m'a choqué quand on vient sur Koh-Lanta. On est pudique. Pour moi, Candide était un élément provocateur. Si on veut mettre en avant sa plastique, c'est une autre émission qu'il faut faire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est vraiment ce qu'il a dit, c'est sa défense. Il est même allé jusqu'à affirmer que ce serait Candide qui l'aurait agressé. Tous les soirs, j'ai dormi entre un homme et la paroi de la cabane. Elle, Candide, était plus loin. Quand les caméramans sont revenus dans la nuit pour nous filmer, je me suis réveillé et Candide était à moitié sur moi. Ça a été filmé et ça me disculpe complètement. Malgré l'ampleur de l'affaire, les suites de cet incident ne sont pas clairement établies. Et selon Alexia Laroche-Joubert, l'affaire en 2021 était toujours en cours et les personnes chargées de la production ont été entendues par la police. Mais malheureusement, j'ai bien l'impression qu'on n'aura jamais le fin mot de l'histoire. Alors, pour ce troisième scandale, il va être question du passé de l'un des candidats de la saison 21. Dans cette nouvelle saison, nous faisons la connaissance de François, un pompier hérotais de 38 ans qui est déterminé à mettre en avant ses compétences dans le cadre du jeu. Cependant, au moment de la diffusion, le pompier avait été mis en examen dans le cadre de l'enquête sur l'incendie mortel de Gabian en 2016. Lors de cet incendie, un pompier, Jérémy Beyer, a perdu la vie et 3 autres pompiers ont été blessés. Dans cette affaire, 7 pompiers sont mis en examen, dont le commandant François Descamps, notamment pour une mauvaise gestion de l'incendie et de matériel obsolète. L'idée de voir ce commandant mis en examen apparaître dans l'émission choque Lucas Canuel, l'une des victimes de l'incendie, et choque également les autres victimes. Lucas Canuel s'était exprimé au micro de France Bleu. La colère, j'en ai. J'ai vu mon collègue Jérémy brûler devant moi. Par respect pour nous, par respect pour les victimes et pour les sapeurs-pompiers, c'est pas judicieux de se présenter à Koh-Lanta. Quel sapeur-pompier détruit d'autres sapeurs-pompiers moralement comme ça? Ce n'est pas le comportement d'un sapeur-pompier. C'est le comportement d'un enfant de 12 ans qui est guidé par son ego. Je pense qu'il est temps qu'il revienne à l'âge adulte, peut-être pas qu'il reconnaisse ses responsabilités, il y a un lieu pour ça s'appelle le tribunal, mais clairement, il a manqué de respect aux familles et aux sapeurs-pompiers. Pour Lucas Canuel, même si ce commandant des sapeurs-pompiers est présumé innocent, il aurait tout de même dû, par respect pour les victimes, ne pas se présenter comme candidat à l'émission, ou au moins avertir la production. Et face à la vague de critiques suscitée par cette histoire, la production de ce Koh-Lanta 2022 a réagi pour clarifier la situation. Elle a affirmé que les tournages se sont déroulés pendant les temps de congé de l'aventurier, soulignant qu'il n'y a donc aucune raison que cela interfère avec l'enquête en cours.
Lors de la 16e édition, donc en 2013, Gérald Gabin, un candidat âgé de 25 ans, est décédé d'une crise cardiaque peu de temps après le début de l'aventure. Dans les jours qui ont suivi, l'équipe de réalisation est accusée d'avoir pris trop de temps pour s'occuper du candidat, ce qui aurait causé sa mort. Alors, faut savoir que parmi les 150 à 200 personnes qui travaillent sur la production, il y a plusieurs dizaines de corps de métier qui travaillent. Il y a un serrurier, un cuisinier, des pilotes de bateau, des ébénistes, mais aussi un médecin, Thierry Costa. Et avec ce drame, c'est malheureusement lui qui a été visé par des accusations et une enquête pour homicide involontaire avait été ouverte. Nous avions appris que quelques jours après ce drame, Thierry Costa, le médecin, avait décidé de mettre fin à ses jours car il ne supportait plus les diverses accusations venant de toutes parts. Il avait laissé une lettre dans laquelle il expliquait son geste. Cette lettre a été rendue publique et en voici quelques extraits. Ces derniers jours, mon nom a été sali dans les médias. Des accusations et suppositions injustes ont été proférées à mon encontre. Même si je regrette cette fin malheureuse, j'ai agi conformément au serment d'Hippocrate et entouré de vrais professionnels. Suite à ce deux membres du tournage ont affirmé que la production n'avait pas mis tous les moyens en œuvre pour sauver Gérald Gabin. L'un des témoignages raconte même qu'au moment où Gérald a été victime de son malaise, les équipes de tournage auraient préféré attendre la fin de l'épreuve pour venir lui porter secours plutôt que de laisser le médecin intervenir. La production aurait même fait rejouer l'entrée du médecin sur le champ des caméras car la première prise de son intervention n'était pas bonne. Alors, suite à ces attaques, la société de production ALP a formellement démenti ces accusations et a porté plainte en diffamation contre le site Arrêt sur Image qui avait publié le premier témoignage mettant en cause la production. Et cette saison de Koh-Lanta avait bien évidemment été annulée suite à ces drames. Alors là, préparez-vous parce qu'on est sur du scandale croustillant, et aussi bien au propre qu'au figuré. Le 9 novembre 2021, alors que nous vivions notre meilleure vie devant une nouvelle saison de Koh-Lanta, un drame va secouer le jeu et les téléspectateurs. Teiura, un des candidats iconiques de Koh-Lanta, a été exclu pour tricherie. Lors de l'émission, Denis Brognard a convoqué Teiura et lui a annoncé que la production avait découvert qu'il avait reçu par 2 fois de la nourriture de pêcheurs locaux, ce qui est normalement interdit. Teiura a bien entendu avoué « Je ne comprends pas comment j'ai pu franchir cette ligne. La tentation a été trop forte. J'ai eu un moment de faiblesse. Je ne cherche même pas d'excuses. J'ai failli. » Et Denis l'a tout bonnement exclu du jeu. Sauf que c'est pas fini. Et oui, parce que comme je vous l'ai dit il y a quelques minutes, l'émission est enregistrée et les candidats sont présents sur les réseaux sociaux lors de la diffusion. Du coup, une fois cette séquence diffusée, le candidat a publié une lettre ouverte pour s'expliquer. Il dit qu'il ne cherche pas d'excuses, mais il souhaite simplement exprimer certaines choses. Il raconte qu'à plusieurs reprises, sur le ton de l'humour ou plus sérieusement, des aventuriers l'ont sollicité pour aller demander de la nourriture à des Polynésiens. Et il écrit avoir toujours refusé. Un matin, il a vu un pêcheur, non loin de l'île, à qui il a fait un geste. Tiraillé par la faim, je n'ai pas su résister. La tentation était trop forte. La personne est venue déposer sur l'île de la nourriture que Teiura a partagé avec d'autres aventuriers. Par la suite, Teiura a donné une interview aux Parisiens dans laquelle il confirme que la nourriture comprenait des légumes, un steak frites et une papaye. Donc si on résume, le gars, il est allé à Koh-Lanta et il trouve quand même le moyen de bouffer McDo. Tout va bien. Et dans cette même interview, on apprend qu'il aurait partagé cette nourriture avec 2 autres candidats, mais il refuse de les nommer. Sauf que des noms ont fuité. Claude et Sam. Bon, après, il n'y a aucune confirmation de ce côté-là, on peut même dire que c'est une affaire enterrée. Sauf que non. Nouveau rebondissement quelques jours plus tard qui va carrément enterrer l'affaire du Teiura Gate. Écoutez bien, au moins 4 candidats, et sûrement 5, auraient été invités à des dîners clandestins. Incroyable. Cette information du Parisien a même été confirmée par la production. En effet, depuis quelques semaines, nous avons reçu des informations orales selon lesquelles certains concurrents auraient pu se nourrir ponctuellement par des moyens qui ne sont pas dans les règles de Koh-Lanta. En vrai, juste imaginez, ils arrivent au moment de la pesée au milieu de la saison et la production se rend compte qu'ils pèsent plus lourd qu'à leur arrivée. Moi, je trouve que ça aurait été vraiment très drôle. Mais laissez-moi quand même vous donner quelques détails croustillants parce que vous allez le voir qu'ils avaient littéralement plus de nourriture dans le ventre que nous dans nos frigos. Les candidats en question, dont l'anonymat a bien entendu été préservé, auraient attendu que les gardiens censés veiller sur eux s'endorment pour aller se restaurer chez l'habitant. Au menu, des repas complets, du sucré, du salé et des boissons énergisantes à gogo. Ce rituel se serait instauré tous les 3 jours. Voilà, je vous avoue là pour le coup, quand j'ai lu ça, j'avais pas les mots. Dites-vous quand même qu'on est passé d'un pauvre steak frites partagé en 3 ou 4 à des dîners clandestins organisé tous les 3 jours. 3 jours. C'est les mecs qui pouvaient pas se retenir plus longtemps. Non, rien à faire. J'ai faim. Alors pour le coup, cette saison était folle. Mais attendez, mesdames et messieurs. Parce que c'est toujours pas fini. Claude aurait aussi été à l'initiative d'une menace de grève afin d'obtenir de quoi manger et boire. L'hôpital, la charité, tout ça. Et bref, même si la finale a bel et bien eu lieu, il n'y a pas eu de vainqueur à cause de toutes ces tricheries, et les 100 000 € qui devaient revenir à Claude ont été versés à la fondation de Bertrand Kamal, ancien candidat décédé d'un cancer du pancréas. Et ce qu'on peut dire, c'est que c'est bien fait pour leur gueule. Enfin voilà, mesdames et messieurs, j'ai fait plus ou moins le tour de tout ce que j'avais à vous partager concernant Koh-Lanta et ses scandales. Et plutôt que de vous laisser avec des scandales, j'ai décidé de vous remercier d'être encore présent sur la vidéo en vous partageant quelques petits secrets de Koh-Lanta en plus. Voilà, des trucs que vous ne connaissiez sans doute pas, tellement certaines de ces infos sont complètement lunaires.
Voilà, dites-vous que c'est cadeau. Tout d'abord, est-ce que vous savez ce qu'il advient des campements et des divers objets des épreuves après la production? Eh ben, tous les décors des épreuves et des divers campements sont démontés une fois les candidats partis. Et absolument tout est nettoyé de fond en comble. D'après Corinne Vaillant, réalisatrice et chef de projet sur Koh-Lanta, les lieux sont souvent plus propres après notre passage. Également, est-ce que vous saviez que le premier animateur de Koh-Lanta n'était pas Denis Brognard, mais Hubert Auriol, le directeur des sports et de la chaîne TF1? Eh ben, maintenant vous le savez. Également, j'ai appris durant mes recherches pour cette vidéo que si l'un des candidats est trop faible pour faire une épreuve dans les meilleures conditions ou bien simplement de survivre dans le camp, eh bien il aura le droit à une boisson énergétique et que si seulement un seul des candidats en prend, alors tous les candidats y auront aussi droit. Et pour terminer, est-ce que vous saviez que la montre de Denis Brognard n'est jamais à l'heure durant le tournage? Vu que les candidats vivent au rythme du soleil, certains cherchent à tout prix à savoir l'heure qu'il est. Et Moussa, l'un des candidats, en a fait les frais. À chaque épreuve, il tentait de connaître l'heure en regardant la montre de Denis Brognard, mais pas de chance pour lui, Denis ne l'apportait que par coquetterie, mais l'avait réglé régulièrement pour brouiller les candidats. Enfin bref, mesdames et messieurs, on en arrive à la fin de cette vidéo. Voilà, j'espère qu'elle vous a plu. Il y a eu quelques petits scandales aussi par-ci par-là, j'en ai pas forcément parlé parce que c'était assez insignifiant. Voilà, je me suis dit que j'allais vous prendre vraiment les scandales qui ont le plus entaché l'émission. Et j'ai vraiment décidé de faire cette vidéo sur Koh-Lanta parce que c'est une émission que j'ai regardée dès ses débuts. Et même si j'ai décroché au fil du temps, c'est une des émissions personnellement que j'adorais regarder en famille. Et j'ai d'ailleurs, en parlant avec des gens, remarqué que beaucoup faisaient des apéros Koh-Lanta comme moi j'ai pu faire à l'époque avec ma famille. Et je sais pas si vous aussi c'est le cas, voilà, si vous le faites d'ailleurs toujours. Mais si vous avez déjà fait des apéros Koh-Lanta ou que vous en faites toujours, n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. D'ailleurs j'en suis sûr qu'il y en a plus que ce qu'on pense. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, voilà, sachez que j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à l'écrire et j'ai pris beaucoup de plaisir aussi là à la tourner et je pense que je vais prendre beaucoup de plaisir à la monter parce que je le redis, mais Koh-Lanta fait vraiment partie des émissions que j'ai adorées. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire quelle émission vous voudriez voir dans ce format, des succès et scandales dans les commentaires. Voilà, ça se trouve il y a des émissions dont je suis complètement passé à côté. Ça pourrait être peut-être intéressant d'en parler. Et d'ailleurs, je profite de cette fin de vidéo pour remercier encore une fois Honkai. N'hésitez pas à cliquer sur le lien en description pour télécharger le jeu. C'est gratuit, ça soutient de fou la chaîne puisque plus il y aura de téléchargements et plus la marque collaborera avec la chaîne. Donc merci à ceux qui le téléchargeront. Il est temps pour moi de vous laisser, mesdames et messieurs. Si cette vidéo vous a plu, bien entendu, je vous invite à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas également à me suivre sur le réseau social Thread. Voilà, si vous êtes dessus, c'est le réseau social que j'utilise le plus avec également Instagram. Voilà, je vous tiens informé quand je prépare des vidéos et je vous dis également quand est-ce que je les sors. N'hésitez pas également à vous abonner à cette chaîne. On est de plus en plus nombreux. On a dépassé les 400 000. Merci beaucoup. 400 000 abonnés, putain. Jamais de ma vie j'aurais pensé les atteindre. En tout cas, merci à tous. Moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Profitez de la vie. C'était Sir Gipsy.